Il y a un long moment déjà, Netflix m'a proposé une petite sélection de séries coréennes. Et parmi la multitude disponible sur la plateforme, mon choix s'est entre autres porté sur cette série. Je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait quand j'ai cliqué dessus, mais j'avoue avoir été complètement happé par l'histoire. Pour en donner un bref résumé sans trop de spoilers, on suit au fil des épisodes plusieurs personnages coréens et japonais à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Le hasard les mène à l'intérieur d'un hôpital militaire où se cache une créature inhumaine qui deviendra très vite incontrôlable. Soyons honnêtes, quand on regarde une série comme La créature de Kyongsong, on se dit tout de suite que c'est juste de la fiction. C'est exagéré, c'est du fantastique. Une créature, des expériences bizarres, un hôpital qui cache des choses, bref, quelque chose qu'on a déjà vu plein de fois. Et pourtant, quand on creuse un peu, on se rend compte que derrière ce décor sombre, il y a des morceaux d'histoire et que certains faits sont bien réels. Et que parfois, ils sont même bien plus effrayants que la série elle-même. Vous commencez à connaître le principe de la chaîne. Au travers de cette vidéo, je vais vous raconter quels sont les éléments de la série qui sont réels. On va parler d'histoire, de disparition et d'expérimentation humaine, mais aussi d'un peuple qui a été colonisé, sacrifié dans l'ombre et qui aurait dû être oublié. Que cache vraiment la série La créature de Kyongsong? On va voir ça ensemble. Pour comprendre la créature de Kyongsong, on doit d'abord comprendre son décor. Pas seulement la ville, ni l'époque, mais aussi sur le poids invisible qui pèse sur chaque personnage qu'on retrouve dans la série. On est en 1945 dans la ville de Kyongsong, et Kyongsong, c'est l'ancien nom de Séoul, capitale de la Corée. Mais à ce moment-là, ce n'est plus vraiment la Corée telle qu'on la connaît. C'est un territoire colonisé sous contrôle total du Japon impérial. Depuis 1910, l'Empire japonais a annexé la Corée. Officiellement pour la moderniser, mais en réalité, c'est plutôt pour l'exploiter et la soumettre pour faire d'elle un nouveau territoire japonais. L'administration est japonaise, l'armée est japonaise, les journaux, la justice, les hôpitaux, même l'éducation sont aux mains de Tokyo. Les Coréens deviennent vite des étrangers chez eux. Pire encore, comme lors de beaucoup de colonisations ou de guerres, on considère le peuple coréen comme un sous-peuple. Et petit à petit, les Japonais vont faire en sorte que leur culture disparaisse. On interdit aux Coréens de parler leur langue à l'école, on leur impose des noms japonais à l'état civil, leurs livres sont censurés, leurs fêtes, leurs traditions sont considérées comme arriérées, voire subversives. Le but est clair, effacer une identité pour en imposer une autre. C'est ce qu'on appelle une colonisation d'assimilation. Et ça, la série le montre très souvent. En 1945, l'ambiance est encore plus tendue. La guerre du Pacifique touche à sa fin, l'Allemagne nazie est tombée et le Japon est en train de perdre. Mais au lieu de relâcher la pression, il la renforce encore plus. Plus la défaite approche et plus le régime devient brutal. Les Coréens sont réquisitionnés pour travailler dans les usines, les mines ou parfois même dans l'armée japonaise. Et d'autres personnes disparaissent dans des lieux dont on ne parle pas. Des laboratoires, des camps, des endroits où le silence est la règle d'or. C'est à ce moment-là de l'histoire que la série commence, dans une ville moderne en apparence, mais fracturée de l'intérieur. Avec ses bâtiments imposants, ses rues animées, ses vitrines lumineuses, mais aussi ses disparus, sa peur et cette impression que certains humains valent bien plus que d'autres. Et ça, c'est pas une invention de scénariste, c'est exactement ce que vivent les sociétés sous occupation. L'architecture avance, les trains circulent, la science progresse, mais tout ça repose sur des corps. Des corps qu'on oublie, qu'on sacrifie, parce qu'ils sont colonisés, considérés comme inférieurs, disponibles. C'est ça, Kyongsong, une ville à double visage, qui ressemble à une capitale moderne, mais qui cache une violence sourde. Une violence qui ne crie pas, mais qui détruit tout. Et c'est dans cette tension-là que naît le monstre. Pas dans un monde imaginaire, mais dans une société bien réelle, où la science, l'autorité et le mépris peuvent créer quelque chose d'inhumain. Si vous avez regardé la série, vous avez dû grincer les dents en découvrant le bâtiment caché au cœur d'un hôpital. Derrière ces murs sont dissimulées des expériences, des cris et un monstre qui n'est autre que le résultat d'une longue série de très cruelles décisions. Ce décor-là non plus n'est pas une invention, puisqu'il s'agit d'un écho à l'un des lieux les plus sinistres du XXe siècle, l'unité 731. En 1931, le Japon envahit la Mandchourie, et pour asseoir sa domination, il lance une guerre biologique, mais discrète. C'est là que le général Shiro Ishii, médecin militaire brillant, convainc l'état-major qu'il faut créer un laboratoire expérimental.
Un lieu où l'on pourrait tout tester, sans aucune contrainte. Un terrain vierge pour une science sans limite. En 1936, l'unité 731 voit le jour à Pingfang, dans le nord-est de la Chine. Un complexe de plusieurs kilomètres carrés, entouré de clôtures, de miradors et de soldats ayant l'autorisation de tirer sur quiconque tenterait de s'en échapper. À l'intérieur, plus de 3000 scientifiques, médecins, techniciens et soldats y travaillaient. Le tout avec des moyens colossaux et l'appui direct de l'état-major impérial japonaise. Officiellement, l'unité développe des vaccins et des traitements préventifs. Officieusement, c'est un centre d'expérimentation humaine à grande échelle. Les cobayes sont appelés maruta, ou bûches en japonais. Le terme viendrait d'une légende interne. Pour cacher la nature des tests, les chercheurs prétendaient qu'ils coupaient du bois. Ça permettait de déshumaniser complètement les victimes et, psychologiquement, de se détacher des cruautés qu'ils commettaient. Mais dans d'autres sources, on dit que ce nom a été donné par les paysans de la région, qui pensaient que cet énorme complexe était une scierie japonaise. Mais qu'importe qui a attribué cette appellation, les victimes étaient, elles, malheureusement bien réelles. Hommes, femmes, enfants, enlevés dans les campagnes, arrêtés sans motif, parfois livrés par des militaires ou même par des familles pauvres à qui on offrait une somme d'argent dérisoire, sans expliquer vraiment ce qu'il adviendrait des victimes. Quand les cobayes arrivaient à l'unité 731, leur nom était retiré et on leur attribuait un numéro. Parce que ces corps, dans l'esprit des chercheurs, n'étaient plus des personnes. Ils étaient des objets, des variables, des outils de précision pour valider une hypothèse. Les tests étaient d'une cruauté inimaginable, mais parfaitement méthodiques. Il y avait par exemple des expériences de gel, où on plongeait des bras dans de l'eau glacée, puis on les exposait au vent pour mesurer la vitesse de congélation. Les membres devenaient alors noirs, puis finissaient par se détacher. On chronométrait, on photographiait, et on compilait le tout dans un carnet. Mais il y avait aussi des injections de pathogènes tels que la peste bubonique, le choléra, le typhus ou encore la syphilis, parfois volontairement injectées dans des plaies ouvertes. Comme ça, on pouvait en observer la propagation de l'infection, et ça jusqu'à la mort. On y trouvait également des vivisections, des ouvertures à vif d'organes internes sans anesthésie pour étudier le fonctionnement du corps en agonie, mais aussi des tests d'armes chimiques et biologiques sur des prisonniers enfermés dans des chambres hermétiques. Certaines bombes, par exemple, libéraient des puces infectées de la peste utilisées plus tard dans des villages entiers. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Et le plus glaçant, ces expériences étaient souvent comparatives. On divisait les cobayes en groupes tests, on observait les différences de réaction selon l'âge, le sexe et l'état de santé. Comme dans une étude clinique, sauf qu'ici, on faisait en sorte que personne ne survive. Mais contrairement à l'image qu'on pourrait avoir, les chercheurs de l'unité 731 n'étaient pas des psychopathes isolés. Beaucoup étaient en réalité des médecins formés à l'université, des biologistes ou encore des chimistes. Certains avaient étudié en Allemagne ou même aux États-Unis. Pour justifier leurs actes, ils utilisaient le mot « progrès ». Par la guerre, par la nécessité nationale, l'idéologie nationaliste japonaise de l'époque présentait les peuples conquis, les Chinois, les Coréens, les Russes, comme inférieurs. Ils étaient complètement déshumanisés des matières premières humaines. En éliminant leur humanité, ces chercheurs se donnaient le droit d'expérimenter, avec précision et parfois avec fierté. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs conservé leur carnet de notes toute leur vie, car ils ne voyaient pas leurs actes comme des crimes, mais plutôt comme des avancées scientifiques. Mais en 1945, avec la fin de la guerre, l'unité est démantelée. Les bâtiments sont dynamités et les prisonniers encore en vie sont finalement exécutés. Les restes humains sont brûlés ou enterrés en vrac.
Pire encore, les Japonais ont pris soin, lors de leur fuite, de répandre des germes de peste, provoquant une épidémie qui tua environ presque 200 000 paysans chinois. En plus de la peste, ils ont répandu des germes de choléra et d'anthrax, assassinant en tout presque 400 000 personnes dans les villages alentours. Et puis d'un coup, plus rien. World War II in the Pacific. 4 years of bloody hell came to an end here. September 2nd, 1945. Lors du jugement des membres de l'unité, le général Ishii propose un accord aux Américains. L'immunité contre les données recueillies pendant les expériences. Et si vous pensez que les États-Unis auraient refusé au vu des actes cruels qui ont été commis, vous vous trompez lourdement. Fascinés par les résultats obtenus par les Japonais, ils les classent secret défense et acceptent de donner l'immunité aux membres de cette unité. Certains de ces mêmes scientifiques ont poursuivi leur carrière dans la médecine, d'autres encore ont travaillé pour les laboratoires pharmaceutiques. Dans la créature de Kyong-song, le monstre est né dans un hôpital, il grandit dans l'obscurité et il est le résultat de procédures, de tests et d'expériences qu'on ne nomme jamais. Le monstre de la série, c'est presque la métaphore d'un système. Un système qui sacrifie les plus faibles au nom de la science et qui camoufle les crimes sous des mots très techniques, qui efface les cadavres mais garde les résultats. Dans la série, certains personnages disparaissent, littéralement. Ils n'ont pas de nom, on ne retrouve aucune trace d'eux et ils n'ont pas de cercueil. Et autour d'eux, personne ne semble pouvoir ou vouloir parler. C'est peut-être l'aspect le plus fidèle à la réalité. Car dans la Corée des années 40, les disparitions n'étaient pas des accidents. Elles faisaient littéralement partie du système. Comme je l'ai évoqué plus tôt, à cette époque, la Corée est occupée par le Japon depuis déjà plusieurs décennies. L'Empire l'a transformée en véritable colonie d'exploitation, de ses terres, de ses minerais, mais aussi de sa population. Entre 1939 et 1945, plus de 700 000 Coréens sont envoyés au Japon ou en Mandchourie pour travailler dans les usines, les mines, les chantiers navals ou les zones militaires. On les appelle les corvées impériales, un joli nom pour ce qui est en réalité ni plus ni moins que du travail forcé. Et beaucoup n'en reviendront jamais. Certains sont battus, d'autres meurent d'épuisement ou de maladie. D'autres encore sont utilisés comme main-d'œuvre dans les centres de recherche biologique, comme ceux de l'unité 731 ou ses annexes à Séoul. Ces hommes et femmes, dans leur grande majorité, n'ont jamais été identifiés. Il n'existe ni tombe, ni liste officielle. En 2015 encore, des chercheurs japonais ont retrouvé dans les caves d'un ancien institut médical de Tokyo des fragments d'os humains appartenant à des prisonniers coréens. Certains portaient les traces de dissection. Ils n'ont jamais été rendus aux familles et pour un bon nombre, ils n'ont jamais eu de nom. Et c'est peut-être ça le plus insupportable. Ce ne sont pas seulement des morts, mais ce sont des morts oubliées volontairement. Des existences rayées de l'histoire parce qu'elles dérangeaient ou juste parce qu'on n'en avait plus besoin. Choisir de faire disparaître n'est pas un hasard. C'est une méthode commune dans beaucoup de dictatures, d'empires ou de régimes autoritaires. Faire disparaître, c'est bien plus efficace que tuer. Car un corps qu'on ne retrouve pas, c'est un silence qu'on ne peut pas briser. Pas de procès, pas de deuil, juste un vide et une peur qui s'installe chez les autres. Et on ne peut pas parler de cette époque sans évoquer les femmes de réconfort, un euphémisme bien cruel pour désigner les 200 000 femmes coréennes, chinoises ou philippines, enlevées et forcées à se prostituer pour l'armée japonaise. Elles avaient parfois 14 ou 15 ans. Beaucoup étaient déplacées dans des bordels militaires souvent proches des zones de combat ou des hôpitaux. Là encore, une majorité n'est jamais rentrée. Soit parce qu'elles sont malheureusement mortes sur place, soit parce qu'elles ont été tuées à la fin de la guerre pour effacer toutes les preuves. Certaines ont fini dans des fosses communes et d'autres dans l'oubli, pur et simple. Ce n'est qu'à partir des années 90 que des survivantes ont commencé à témoigner, face caméra, et leurs récits sont d'une force brute et sans filtre. 그래 그거를 끌고 날이 새자 끌고 그 빨래터로 올라가니까 친구 둘이도 그래 당하고 앉아가 울고 있더라고. 이래가 우리 어떻게 살겠나. 차라리 죽는 게 안 낫겠나. Elles racontent l'humiliation, la solitude, le mépris et surtout le silence dans lequel elles ont été maintenues pendant 50 ans. 이게 이래가지고 되는 일 아니다. 어떠한 일이 있어도 우리가 살아서 돌아가서 이를 폭로를 해야 되는데
Aujourd'hui, des associations de familles cherchent toujours à retrouver les traces de leurs proches. Tandis qu'au Japon, certains manuels d'histoire n'évoquent même pas l'unité 731 ou les femmes de réconfort. Les excuses officielles ont été rares et quand elles ont existé, elles ont souvent été minimisées. Ce qui pose une vraie question. Peut-on se construire une mémoire si les corps ont été effacés ? Et surtout, combien de sociétés préfèrent encore aujourd'hui oublier leurs propres disparus ? Si cette histoire vous a touché, si cette créature vous a troublé, alors ne refermez pas les yeux tout de suite. Allez chercher, lisez, découvrez ce qu'a vraiment été l'unité 731 au travers de vidéos toutes disponibles sur YouTube. Ce qu'ont subi les peuples colonisés et ce qu'on ne vous a peut-être jamais raconté à l'école. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour découvrir une nouvelle histoire.